c'est qu'il n'y a pas d'anonymat. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il est temps de le réaliser, qu'il est temps de le dire. La peur change de camp. Plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre. Est-ce que la peur a vraiment changé de camp, Emmanuel Ménard? Est-ce que ces décisions de justice qui vont être prises à l'endroit de quelques-uns des harceleurs de Mila vont, je sais pas, faire peur à ceux qui ont envie de l'insulter? Malheureusement, si la peur avait changé de camp, elle ne ferait pas les déclarations qu'elle a refaites hier en disant qu'elle n'en peut plus et que le harcèlement continue. Moi, ce que je trouve, d'abord, je voudrais saluer d'abord son courage. Cette jeune fille, elle est d'un courage absolument incroyable et on ne peut pas, quand on la regarde comme ça, faire ses déclarations, ne pas sentir une terrible émotion. Et ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Mila, c'est la victime. Et c'est la victime et elle est punie. Elle dit qu'elle n'a plus de vie, qu'elle n'a plus de vie sociale. Elle est obligée de se terrer dans un appartement que ses parents lui ont loué. Heureusement, elle a une famille solide autour d'elle. Mais elle peut plus avoir d'amis, elle ne peut plus les voir, elle n'a plus que les réseaux sociaux. Et même les réseaux sociaux, de toute façon, on lui coupe ses comptes parce que ses comptes sont hackés, piratés. Et donc, elle dit « j'en peux plus ». Et il faut entendre vraiment son témoignage parce que c'est horrible. Et pardon, mais il y a des tas de gamins pour qui c'est peut-être un peu moins grave que sa situation à elle, mais qui sont pas médiatisés et pour qui le harcèlement, le cyberharcèlement, ça veut dire quelque chose. C'est un vrai sujet qu'on maîtrise pas suffisamment. Et non, la peur, elle n'a pas encore changé de camp. Je suis désolée, la peur n'a pas changé de camp. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que Mila est une victime et qu'elle est punie. C'est la victime qu'on punit. Et ces harceleurs sur Internet, ils sont malheureusement, à l'exception de 13 qui passeront en procès et qui seront peut-être condamnés, je l'espère. Ça n'a pas servi d'exemple. Ça n'a pas servi d'exemple. Et tous les autres autour, ils continuent à mettre le genre de message que vous avez cité tout à l'heure pour appeler à son meurtre, à son viol, à son agression. Et ça n'arrête pas. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle est sous protection policière. Heureusement. Elle ne va plus à l'école. Elle explique qu'elle n'a que les réseaux sociaux pour s'exprimer. D'ailleurs, elle dit l'un de ces sinistres individus qui la harcèle, qui n'a jamais été poursuivi et encore moins condamné, s'est vanté sur un autre réseau social, TikTok, de torpiller mes comptes en usurpant ma propre identité, en achetant des abonnés par milliers. Ces types, dit-elle, ne me lâcheront jamais. J'ajoute d'ailleurs que par un acte de courage inouï, la messagerie Instagram a décidé de supprimer son compte. Et puis finalement, Instagram, face à la montée d'indignation et d'offuscation, a dit non, mais finalement, c'est une erreur, on ne va pas supprimer le compte de Mila. Stéphane Simon, oui, vous oubliez de dire une chose, c'est qu'elle est en procès. Ça coûte cher, un procès. Quand on est une adolescente, on n'a pas d'argent. Jusqu'à preuve du contraire, son avocat, c'est Richard Malka, d'ailleurs, et qui fait ça bénévolement. Et je trouve formidable aussi que des avocats comme ça s'engagent aux côtés de victimes. Parce que quand on l'entend, on voit bien qu'elle est dans une posture extrêmement fragile. Elle a la voix étouffée par les trémolos d'angoisse et elle arrive à peine à formuler ce qu'elle veut dire. Non, tout ça, c'est épouvantable. Et il se trouve que rien n'a changé en vérité depuis quelques mois, quelques années. L'univers numérique est malheureusement toujours en proie à des gens qui sont anonymes, donc qui n'ont même pas le courage de dire qui ils sont. Et ces gens peuvent déverser leur haine comme ça, peuvent appeler au meurtre sans véritablement être poursuivis, parce que on en a poursuivi 13, on en a identifié 13, mais combien d'autres? Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui s'acharnent sur cette gamine. Donc effectivement, c'est très compliqué et très triste. Regardez ce que disait Richard Malka, qui est l'avocat de Mila jeudi à ce procès avorté, qui a été reporté. C'est intéressant. Qui est un avocat remarquable et un grand ami. On ne peut pas s'habituer à la barbarie. On ne peut pas s'habituer à la sauvagerie. On peut pas accepter de vivre dans ce monde-là. C'est pas un service
à rendre, y compris aux jeunes, que de passer ce message que c'est pas grave. Si, c'est grave. Chaque acte est grave. Vous lancez une pierre sur un être humain, ça a des conséquences, ça brise des vies, ça entraîne des suicides. C'est pas grave. Juste une dernière chose. Et quand on est humaniste, on ne peut pas considérer que c'est pas grave. Alors après, on peut par contre dire que, évidemment, ces jeunes ont été complètement dépassés. Ça, je le conteste pas, c'est une évidence. Ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas imaginé. Mais quand il s'agit de sauver sa peau, c'est facile de dire qu'on regrette aussi. C'est facile, maître. C'est facile de dire qu'on regrette. J'y suis déjà au procès qui n'a pas encore eu lieu et j'imagine bien évidemment les avocats de ces jeunes qui lui ont dit on va te crever, sale pute, pardon, hein, mais c'est ça son quotidien. Je fais exprès de prononcer ces mots qui sont quelque peu inconvenants à cette heure-ci de grande écoute, mais on va te crever, sale pute, c'est son quotidien, c'est chaque seconde de sa vie. C'est exactement ce que vit une de mes clientes pour qui j'ai l'honneur de plaider contre un harceleur qui a 156 000 followers. Et parce qu'elle défendait des gens harcelés, elle a elle-même été harcelée, c'est une avocate remarquable, et j'ai l'honneur de la défendre avec détermination, car nous ne sommes pas dans le sujet de la liberté d'expression. Ce n'est pas la liberté d'expression qui peut justifier ce genre d'injures, qui sont en fait des appels au meurtre, des appels au mépris, et qui sont en même temps extrêmement destructeurs. Vous savez, Christiane Taubira, dont je m'honore de l'amitié, a une phrase extraordinaire sur ses réseaux sociaux dans son livre « Nous habitons la Terre ». Elle les définit de la manière suivante. Ces alcôves à tout vent qui donnent l'illusion aux lâches qu'ils sont braves et libres. Et par conséquent, ce sur quoi nous devons nous interroger, c'est sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement par qui passent ces attaques, ces atteintes permanentes. Il y a une loi qui est la loi LCEN du 21 juin 2004 qui avait, en raison de la difficulté de tout contrôler, présumé innocents les fournisseurs d'accès et d'hébergement. Mais en même temps, elle avait prévu une procédure pour celui qui est l'objet d'atteintes délictuelles de cette manière, qui est la sommation à fin de suppression. Et si le fournisseur d'accès ou d'hébergement n'obéit pas, on peut saisir le tribunal de grande instance en référé pour qu'il ordonne la suppression. Et si le fournisseur d'accès ou d'hébergement n'obéit pas à l'injonction du tribunal, il commet un délit pénal. Seulement voilà, quand vous allez devant une juridiction pour attaquer Google, Facebook, YouTube, qui vous voulez, à chaque fois, l'avocat d'en face vous dit « Ah non, mais le tribunal n'est pas compétent, il fallait attaquer en Islande, c'est la société islandaise, ou la société irlandaise, ou la société danoise. » Et donc il y a une première chose à exiger, c'est que le législateur mette comme obligation à la charge de tous les fournisseurs d'accès et d'hébergement l'obligation de donner l'identité dans le pays d'une personne physique ou d'une personne morale. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, attendez, c'est très important ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice française, par exemple, ignore qui est légalement responsable de M. YouTube ou de M. Google ou de M. Instagram en France. Alors j'ai demandé à plusieurs reprises, j'ai écrit à ce sujet, j'ai même été entendu par une commission parlementaire, et la chose n'est pas nettement affirmée. Qui veut réagir? Très intéressant. Pardonnez-moi, je voudrais terminer, je ne serai pas long. Mais ce qui est essentiel, c'est de refuser que les fournisseurs d'accès et d'hébergement se réfugient derrière les milliards d'informations qu'on ne peut pas contrôler. Et alors, ils vont nous le faire croire. Ils peuvent parfaitement le faire. Et d'ailleurs, ils ont la capacité, par le pouvoir qui leur est dévolu, de supprimer un compte Instagram, vous l'avez dit tout à l'heure, d'empêcher M. Trump, c'est pas une mauvaise idée forcément, de recourir à la communication par Internet. Et donc, il faut arrêter de se faire prendre pour des naïfs par les tout-puissants d'aujourd'hui. Oui, il faut dire qu'Emmanuel, qui est ici, s'est vu retirer son compte Twitter à la seconde. Vous êtes fait retirer votre compte Twitter, Emmanuel. Pendant 15 mois. Pour quelle raison? Parce que j'avais fait un tweet quand Greta Thunberg était venue à l'Assemblée nationale. Et j'avais fait un tweet en disant « Dommage que la fessée soit interdite en France, elle en mériterait une bonne. Et je me suis fait supprimer mon compte Twitter pendant 15 mois.
15 mois, hein, c'est pas rien. Parce que c'était du harcèlement et de l'incitation à la violence. Ben voyons. Ceci dit, c'est pas très sympa ni très intelligent. Ça va, c'était du second degré. C'était du second degré. Non, enfin, je vois pas. Moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire est-ce que vous imaginez une seule seconde que j'allais donner une fessée à monsieur? Non, mais peut-être, mais je peux dire que je ne l'aime pas quand même. Je peux dire que je trouve que c'est pas normal de dire à quelqu'un je vais te taper parce que tu dis des choses qui ne m'intéressent pas. Une fessée, c'est pas exactement ça, c'est une ironie là. On n'est pas au niveau de Mila, on a compris. On parle d'une formule ironique. Attendez, Menucci, puis ce que je pense, c'est qu'il manque quelque chose dans le débat. On parle de technique juridique et Monsieur le bâtonnier, je crois vous parlez d'or sur cette question. Merci. Mais il manque, au fond, pourquoi elle est harcelée, Mila, en réalité? Parce que c'est quand même ça la question. Elle est harcelée d'abord par des islamistes, de façon massive, parce que au départ, elle a dit des choses. Elle a critiqué l'islam. Critiquer l'islam. En France, on a le droit de critiquer les religions. Elle est d'ailleurs aussi parfois l'objet d'attaques de milieux intégristes catholiques, parce que la question de Dieu, c'est une question qui est compliquée, et on retrouve tous les extrémistes généralement sur ces questions-là, au moins assez d'accord. Donc, la question, c'est évidemment une question technique de droit, mais c'est aussi une question profondément politique. C'est-à-dire que nous laissons... ce que je ne trouve pas dans le procès qui a été, pour l'instant, qui n'est pas allé au bout, mais j'espère que dans ce procès, on va parler du fond. C'est-à-dire pas que de la question de savoir si on peut écrire à une jeune fille, l'harceler de cette façon. Pourquoi des gens interdiraient en France, alors que la Constitution nous le permet, de dire que telle religion ou telle religion, on n'y croit pas, on ne croit pas en Dieu. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu dans ce pays. Ils ont le droit. D'autant plus que je précise que Mila n'a jamais insulté les musulmans. Non. Elle a insulté l'islam. Elle a critiqué l'islam. Oui, c'est-à-dire quand même, c'est pas la même chose d'insulter un précepte, entre guillemets, ou un prophète, et insulter les gens qui pratiquent la religion. Elle n'a jamais insulté les gens qui pratiquent la religion. Elle a estimé que l'islam était une religion, je crois, de demeurer ou quelque chose dans ce mauvais goût-là. Peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'elle a en tout cas, elle, utilisé des formes. Et elle se retrouve face à une espèce de djihad numérique face à elle, de décervelés qui ne pensent qu'à la traiter de tous les noms, qui pensent qu'à la violer, à la décapiter. Il y a un côté sexuel aussi. Bien entendu, on sent une grosse frustration derrière tout ça. C'est une jolie femme, peut-être qu'il y a des gens qui sont mais c'est une régression terrible. Moi qui viens d'un milieu radical socialiste du sud-ouest de la France, je me souviens de mon grand-père, paysan gersois, Alban Bertin, qui me disait, à longueur de journée, c'était un bouffeur de curés. Il avait des propos d'une violence inouïe sur les curés. Le jour où ma mère est allée se marier avec mon père, il s'est tapé le cul sur le parvis de la petite église. Il n'a pas voulu accompagner ma mère à l'intérieur. Bon, donc il passait sa vie à tenir des propos d'une férocité inouïe sur les curés, pardon pour cette petite digression familiale, mais enfin, bon sang, ça ne choquait personne. Ça ne choquait personne. Le curé, quand même. Oui, mais le curé, il n'était pas invité à la faire, mais ça ne choquait personne. Vous savez, c'est le signe. On pouvait bouffer du curé allègrement, on aurait pu bouffer de l'imam et bouffer de toutes les religions monothéistes allègrement, sans que ça ne choque. Donc nous sommes dans une période terriblement régressive. Parce qu'aujourd'hui, on dit comment vous dites que telle religion est une religion de demeurer, mon Dieu. Donc attention à cette terrible dérive, maître. Ce que vous dites est tout à fait exact, et j'y vois une régression terrible de l'enseignement chez les plus jeunes. Vous savez, moi, il se trouve que je suis avocat, mais j'ai été pendant 5 ans professeur de français, ayant fait des études de lettres. Et j'avais enseigné, moi, à mes élèves, ce que Montaigne disait en pleine guerre de religion. Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, nous servir, aux dépens de la divinité, de ce petit échantillon de suffisance qui lui a pu départir à notre naturelle condition. Et parce que nous ne pouvons élever notre vue jusque dans son glorieux siège, l'avoir ramené s'abat à notre corruption et à nos misères.
Michel Montaigne. Formidable. Oui, formidable. Je crois que ça passe un peu au-dessus de la tête des gens qui sont les harceleurs de Ça peut s'interpréter en français d'aujourd'hui, mais si on l'explique et qu'on l'enseigne, on enseigne l'humilité que doit être l'animation de l'âme humaine en face du religieux et la fraternité, c'est-à-dire je te respecte comme être humain à égalité avec moi. J'espère que toi, jeune homme de 13 ans qui a écrit sur les réseaux sociaux à Mila, tu mérites de te faire égorger, sale grosse pute, tu mérites de te faire égorger, qu'elle crève, dis-moi où t'habites, je vais te faire une Samuel Paty. J'espère, cher ami, que tu as goûté cette citation de Michel Montaigne, qui est de nature, n'est-ce pas, à apaiser les choses et à les relativiser. C'est pas cruel. Je voudrais pas on vous peut lui faire expliquer ce que ça veut dire. On peut, oui, on peut. On offre aussi un petit décryptage. Parce que je ne voudrais pas faire de peine, mais je ne suis pas sûre qu'il aura tout à fait compris. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, on est dans la droite ligne de l'affaire des caricatures de Mahomet. On n'a plus le droit aujourd'hui en France de critiquer les religions. C'est pas possible. Et alors l'islam encore moins que les autres. Dès que vous critiquez l'islam, ça donne, malheureusement, mais Samuel Paty, ça a commencé comme ça, avec les mêmes harceleurs sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle ça. Et en fait, c'est une gamine qui a déformé les propos de son prof, qui a été répété ça à ses parents, ça a fait monter la sauce sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça a fini, comme on le sait, avec Samuel Paty décapité en pleine rue, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Et j'aimerais pas que ça arrive à la jeune Mila. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, maître, sur la loi de 2004. Entre-temps, il y a eu on a essayé de faire évoluer les choses. Il y a eu la fameuse loi Avia contre la haine en ligne, qui a été complètement sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Mais j'allais dire, à juste titre, parce que ce que prévoyait la loi Avia, c'était en fait de donner des pouvoirs exorbitants justement aux plateformes en ligne pour contrôler et censurer les comptes des particuliers. Et en fait, avec une telle possibilité de sanction de ces plateformes numériques, que si, en fait, on les forçait à agir avant même qu'il y ait intervention d'un juge, de peur de se faire condamner derrière. Et du coup, on en arrivait à un système qui pouvait très très vite dériver sur la censure des comptes particuliers. Pardon, moi je suis pas une fan absolue de Donald Trump, mais le fait que ses comptes Twitter ou ses comptes Facebook soient censurés, je trouve ça inadmissible. Vous pouvez ne pas aimer Donald Trump, c'est quand même l'ancien président des États-Unis, il a quand même le droit de s'exprimer et on n'a pas à lui supprimer ses comptes pendant 2 ans. Et ce que je trouve, il a utilisé ses comptes pour faire une agression terrible contre le Sénat et la Chambre américaine. Ce que je trouve sidérant, c'est que c'est faux. Ce que je trouve sidérant, c'est que les plateformes et le réflexe, comme Instagram... Attendez. C'est quand même terrible, M. Menucci, on ne peut pas parler. Attendez, il y a 2 débats là. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'un gamin derrière son ordinateur, il ne doit pas agresser, mais lui, Donald Trump, parce qu'il est président des États-Unis, il peut donner l'ordre. Vous savez mieux que moi ce que je vais dire. Madame la députée, vous dispose la liberté d'expression. Ce n'est pas ce que j'ai dit. 2, est-ce que je peux finir mon propos, s'il vous plaît, sans être coupé? Ce que je trouve inadmissible, c'est le réflexe, effectivement, de ces plateformes numériques qui ont comme premier réflexe d'aller interdire et d'aller supprimer le compte de la jeune Mila. Mais ceux qui harcèlent, ils peuvent continuer en toute impunité et eux, on ne les supprime pas. C'est ça, c'est là qu'il y a le dysfonctionnement. C'est là, la facilité, c'est de dire oui, on va supprimer son compte, comme ça on sera tranquille, plus personne pourra aller réagir sur son compte Instagram, alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est effectivement se demander comment on peut effectivement contrôler ceux qui tiennent des propos comme ceux que vous avez cités. C'est sidérant, c'est des appels au meurtre. C'est pas rien quand même. Alors moi, je veux bien Mélenchon qui s'insurge de Papa Assino ou je sais pas quoi là. Mais là, c'est des appels au meurtre contre une gamine de 17 ans, 18 ans même. C'est vrai, sur un point, Patrick Menucci, admettez que c'est plus dans le sens du vent, de dire on va interdire Trump. Et puisque cette députée de l'Hérault est à la droite de la droite, que c'est la femme d'Emmanuel Ménard, que ça a flirté, aidez-moi, Robert Ménard, pardon, que ça a flirté à une époque avec le Rassemblement national, ça doit flirter un peu toujours. Quand même. Ça doit flirter toujours et que c'est la. On va supprimer son compte Twitter pendant 15 mois, ça va lui faire une bonne leçon et on sera populaire. En revanche. C'est vrai que, bon... ça serait plus courageux
quand même d'aller vraiment s'en prendre à des gens qui sont dans la menace de mort délibérée, ouverte, immédiate et manifeste. Mais j'espère, d'abord, il y a quand même un certain nombre de comptes de ces gens qui sont devant le tribunal, qui ont été fermés. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas été fermés, ils l'ont été. Donc, ça continue. Oui, mais ils en recréent. Vous savez très bien comment ça se passe. Ils en recréent, ils en font d'autres. Oui, mais c'est ça. Non, mais, ok, mais je réponds à la question d'Éric. Bon, mais moi, je suis désolé, mais quand vous êtes derrière votre écran, il faut réfléchir. Et je ne dis pas ça pour Trump, parce que ça ne doit pas être lui qui écrit, ou peut-être d'ailleurs c'est lui, c'est encore pire. Mais moi je trouve tout à fait normal qu'on supprime le compte de quelqu'un qui appelle à la révolte non démocratique dans un pays démocratique comme les États-Unis. Oh, je ne suis pas mal informé, vous allez me dire que c'est un problème de minutes au moment où il a parlé. Non, très bien. Au moment où on lui a coupé, son compte, il avait appelé justement à la pacification et au départ de la manifestation. En même temps. C'est pas vrai ce que vous dites. Déjà, si on revenait au sujet. Vous n'êtes pas obligé de défendre Trump non plus. Enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas, voilà, c'est pas. Vous n'êtes pas mon commissaire politique. Mais je ne suis pas votre commissaire politique et je ne souhaite pas du tout l'être. Bon, bah, ça tombe bien. Mais je peux quand même m'exprimer puisque vous êtes sur ce plateau. Bien sûr. Vous venez pour entendre ce qu'on a à dire, ceux qui ne sont pas de votre avis, je suppose. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas anormal. Après, je ne sais pas si Mme Ménard a mérité 15 mois sans Twitter. D'ailleurs, ça fait quel effet, je ne sais rien. Parce que moi, j'ai une tas de copains qui me disent j'ai fermé mes comptes, je ne veux plus rien savoir. J'ai un fils qui a 27 ans qui n'a jamais voulu aller sur Twitter parce qu'il trouve que c'est du temps perdu et que c'est un truc où on fait autre chose. Bon, voilà, je veux dire, mais on fait de la politique, voilà, on est d'accord. Quand on est député, on a besoin de pouvoir communiquer avec les réseaux sociaux. Peut-être que 15 mois, c'est beaucoup, mais vous avez eu tort de dire qu'il fallait taper cette jeune fille. Mais j'ai pas dit qu'il fallait la taper. Mais si, une fessée, c'est taper. D'abord, c'était en référence à la loi sur l'interdiction de la fessée, parce que j'avais été la seule parlementaire à voter contre. Vous savez très bien que les parlementaires sont plus observés que le français moyen, ce qui est un peu normal d'ailleurs. Franchement, Patrick Mennucci, m'a jamais rien interdit. je ne voudrais pas me mouiller dangereusement pour Madame Emmanuelle Ménard, mais quand on est en débat parlementaire sur la fessée à l'Assemblée nationale, que vient Madame Thunberg et qu'elle fait un tweet en disant « Dommage qu'on soit en train de supprimer la fessée parce que j'aurais aimé qu'on en administre une », je ne dis pas que c'est élégant. Mais enfin, franchement, fallait-il interdire son compte à elle quand là, on est de... Ça n'a aucun rapport, évidemment, avec Mila et ce qu'elle a su faire. Non, le vrai problème, finalement, c'est la tolérance que les GAFAM ont pour l'anonymat. Il n'est pas normal que tous ces réseaux sociaux n'aient pas changé leur pratique d'usage, parce que ce sont des sociétés privées, ça peut se faire sur un claquement de doigts, et décident que désormais, vous ne pouvez plus poster, quelle que soit votre nationalité, votre âge, etc., si vous ne déclarez pas de bonne foi votre véritable identité. À partir du moment où on aura fait évoluer ces usages, le problème sera partiellement réglé. C'est-à-dire que les gens vont hésiter à 2 fois avant d'envoyer des messages de menaces. Je voudrais vous entendre sur un point. On évoquait tout à l'heure le 2 poids 2 mesures de ces réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont assujettis à l'idéologie un peu de la bien-pensance, c'est-à-dire Trump et Ménard, on se les paye même s'il n'y a pas mort d'homme. Enfin, Trump, il faudrait relativiser ce que je dis. Mais en revanche, pour les autres, eh bien, on est les garants de l'anonymat et par conséquent, nous ne sommes pas les arbitres des élégances. S'il y a des propos qui sont outrageux, racistes, etc., pardon, mais en même temps, ça s'appelle la liberté d'expression. Est-ce qu'on est dans ce 2 poids 2 mesures ? Oui, on peut dire qu'on est dans ce 2 poids 2 mesures inconscient, c'est-à-dire que ces géants américains, Twitter, Facebook, etc., ce sont des gens d'une idéologie de la gauche californienne, on voit bien ce que ça veut dire derrière, et on constate par l'usage qu'ils sont très rapides pour supprimer des comptes Twitter de gens qui ne pensent pas comme eux, curieusement, parce qu'on peut aussi se dire comment ils ne peuvent pas être complètement omniscients et voir tout en même temps. On constate également que dès qu'il s'agit de la droite israélienne, la droite pro-Netanyahou, oh là là, tout de suite, tout ce qui n'est pas pro-palestinien est un danger pour eux. Donc ils ont l'indignation sélective. Ça, c'est vrai, c'est un fait, c'est démontré. Il se trouve que de toute façon, moi je suis pour que l'usage soit le même pour tous, c'est-à-dire interdiction catégorique de l'anonymat sur ces réseaux sociaux. Maître, vous avez quelques secondes pour conclure, car nous avons d'autres sujets à évoquer. Oui, mais ce sujet-là, qui est extrêmement important, ne peut être résolu
que par le contrôle de juges et non pas l'arbitraire des GAFA et des grandes sociétés qui gagnent des centaines de milliards et qui, évidemment, ont intérêt à ce que n'importe quoi soit diffusé puisque la médiocrité l'emporte sur la rareté et le prestige de la pensée. Merci. Belle conclusion. Merci beaucoup.